On parle très souvent des artistes qui, de par leur vision ou innovation, ont modelé notre société. Depuis le Comte de Sade à Banksy, on a tendance aujourd'hui à considérer le subversif non seulement comme un gage de qualité, mais également révélateur de notre condition. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il y a raison de se plaindre. On considère alors comme acquis l'influence de ces créateurs sur le monde qui nous entoure, non seulement celui que l'on peut voir, mais également celui que l'on suppose, à défaut de le constater soi-même. Néanmoins, il est assez rare de considérer la société comme plus qu'un paysage à dépeindre, qu'une photo à prendre, qu'un bruit humain à saisir. Qu'en est-il de son impact sur ses créateurs? Bien sûr, elle a fourni des raisons de complainte et de réjouissance qui vont donner naissance aux œuvres que l'on connaît et que l'on connaîtra. Mais quel est son impact? Quelle est sa véritable importance dans le facteur créatif? Mais réfléchissons un instant, les artistes en tant qu'êtres humains ne sont-ils pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes concepts que le reste de la société? Ne vont-ils pas tirer profit de ces progrès et souffrir de ces échecs comme nous tous? En réalité, il est possible de considérer les créateurs de la façon suivante. Ce sont des êtres humains lambda, comme vous et moi. Cependant, leur don, leur capacité de création va leur permettre de fixer dans le temps et dans l'espace une situation, un instant infime. Et c'est à cet instant que l'on saisit l'impact de la société sur le monde qui l'entoure et sur l'humain. Ne soyons pas dupes, nous ne percevrions pas Van Gogh comme nous le faisons aujourd'hui, génie dédié corps et âme à son travail, s'il avait deux oreilles. Mais comment comprendre l'impact général d'une politique commune sur l'œuvre d'un individu unique? Comment saisir l'évolution entre deux toiles ou deux albums issus du cadre sociétal sur un individu unique? Comment voir ou percevoir cette différence? Quand et comment la société crée-t-elle ses soutiens et ses détracteurs? Aujourd'hui, on va parler de Kandinsky. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin, et bienvenue dans Horus. Vassili Vassilievitch Kandinsky. Alors ok, qui est-ce? Tout le monde a déjà vu une œuvre de cet artiste pionnier du 19e siècle, pionnier en son genre mais en son époque également, et considéré comme structurant de la pensée artistique contemporaine. Il illustre parfaitement la phrase ouvrant le film Enemy de Denis Villeneuve, Chaos is other yet undeciphered. En effet, connu pour sa géométrie et sa colorimétrie foisante, il ne faut surtout pas y voir le désordre ou l'abstraction, mais un concept, une idée ou une formule mis au service du spectateur dans sa quête du beau ou du vrai sur la toile. Et c'est la raison pour laquelle ces œuvres ne se ressemblent pas, là où des artistes purement non figuratifs, comme Mondrian, ont une récurrence dans leur œuvre, qui cherchait purement à être esthétique, celle de Kandinsky cache au travers d'une désorganisation ou ce qui semble être le hasard de la peinture sur la toile, une pensée ou une idée. Par multiplication de traits, de courbes et de taches, s'expriment les divagations conscientes ou non de l'artiste. Et même si je ne parle pas d'une idée ou d'un concept qui puisse être formulable dans la bouche de chacun, il est certain que le coup de pinceau, lui, n'est jamais aléatoire. Si j'ai choisi de parler de cet artiste en particulier, c'est pour son histoire. Comme beaucoup d'êtres humains, il a assisté à trois événements fondateurs et fondamentaux de notre société moderne, qui ont eu lieu au XXe siècle, dans l'ordre de la Première Guerre mondiale, la Révolution soviétique et la Seconde Guerre mondiale. J'ai donc traité le sujet comme non seulement un produit de la société, mais essayer de comprendre quelles sont ses relations avec cette dernière. Nous allons donc ici considérer la société au sens du fait social de Durkheim, c'est-à-dire un imbroglio plus ou moins clair des relations, échanges et créations de ses composantes humaines et de ses instances au sein du milieu social. Pour que vous vous fassiez une idée, Kandinsky c'est ça. Ça s'appelle Composition numéro 7 et c'est probablement son œuvre la plus connue. C'est fouillis mais coloré, brouillon aussi, surtout à cause des zones à l'aquarelle dont il ne semble pas vraiment maîtriser la véhémence sur la toile. Typiquement, c'est le genre d'œuvre qui ferait dire à quelqu'un qui n'aime pas le genre ou l'art abstrait que c'est facile ou à la portée de tous. Et ils n'ont pas complètement tort. Mettons de côté ce qui paraît évident, non ce n'est pas facile, et oui, tout le monde peut créer l'art abstrait. De la même manière qu'on apprend à jouer du piano ou à faire du cinéma, la passion motive la qualité et la capacité de création à l'image d'un catalyseur. Si vous aimez ce que vous faites et que vous y appliquez, vous serez bon. En revanche, le chaos ici est structuré et pensé, et pour comprendre ça, il va falloir qu'on s'interroge sur notre capacité et notre façon de lire une toile pour comprendre l'œuvre. Une personne regardant un tableau, ça se passe généralement sous un rythme assez simple à décrire. C'est une sorte de routine, une façon qui va être pour nous de décrire et de comprendre la toile et de nous faire un avis en quelques instants. D'abord, l'œil va observer le centre de la toile, il chercher une organisation, un point de repère afin d'avoir un référentiel de compréhension. Les allées et venues des yeux vont tenter d'y rattacher les autres éléments pour créer une dynamique de sens. Ensuite, nous allons instinctivement suivre ce qui va attirer notre regard, une couleur vive, une tache sombre sur une toile claire, ou son inverse bien évidemment, ou encore une forme particulière. Et enfin, nous allons chercher ce qui ne serait pas apparu au premier coup d'œil ou ce qui semble en retrait, et le rattacher en sens à ce que l'on a déjà vu pour y discerner, au sein de l'œuvre globale, un pattern. Ainsi, nous avons vu la structure, les traits marquants, les traits anodins, et nous avons une vue globale de ce que veut représenter un tableau. L'exemple en question était 13 des Maillots de Francisco de Goya, pour ceux qui se posaient la question. Ici, ça pose problème car Kandinsky n'a volontairement laissé aucune trace ou très peu
de traces de structure, de relief visuel ou de morceaux latents sur son œuvre. Le chaos est le concept même de l'œuvre, rendant sa lecture floue malgré du sens, organisé dans son chaos. Mais comment l'artiste, en la personne de Kandinsky, considère-t-il sa création ? Dans son œuvre, qui s'intitule « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », Kandinsky va exploiter à son tour l'aspect sociologique et social de l'art et de sa propre création artistique, définissant ses propres codes de compréhension. Il va se servir d'un modèle de compréhension pyramidale. Il faut selon lui se représenter lors de la création de la façon suivante. Ouais, je sais, j'ai fait des dessins sur Word, ça craint. La société était un triangle avec à sa pointe les élites artistiques pouvant comprendre les modèles innovants et à sa base et représentant la majorité des gens, l'opinion publique, sans capacité probante de création différente de la mode actuelle ou des tendances passées. En rouge est représenté un concept ou une idée jamais découverte, complètement vierge de l'impact des deux parts de la société. Considérons maintenant comme Kandinsky que le triangle est en perpétuel mouvement de la gauche vers la droite. Il va alors sur son chemin rencontrer des innovations. À cet instant, les élites créatrices vont s'approprier l'idée, à l'image des nouvelles techniques ou des courants de peinture qui naissent. Elles sont la bouche formulatrice de l'idée nouvelle. Cette idée va être exploitée à leur échelle, par les élites, puis être diffusée petit à petit au sein de la masse, jusqu'à devenir un atout de culture générale. C'est-à-dire, selon Kandinsky, qu'elle ne fait plus office de bouleversement pour qui que ce soit. L'idée sera alors conservée ou délaissée par le public, mais restera malgré tout une part de sa structure. Ce schéma va donc se reproduire à l'infini par le biais de transmission de savoir artistique, enchaînant les innovations. Deux points sont néanmoins ici à reconsidérer. Tout d'abord, il est complètement possible de redécouvrir une idée déjà apparue. Cependant, il faudra pour cela que l'un de ses traits ou l'un de ses aspects soit découvert et non pas redécouvert, comme une phase délaissée lors de sa première analyse. Cette possibilité est pour Kandinsky relativement peu probable, et l'auteur préfère y voir un regain d'intérêt de la part de la masse plutôt qu'une véritable relecture. Est particulièrement artistique. Les élites, quant à elles, selon le modèle de Kandinsky, sont en rejet avec la religion, supportent un système plutôt socio-démocrate et ont une aisance financière leur permettant de ne pas chercher simplement leur dû pour survivre, mais également pouvoir y accorder une part pour leur loisir et ainsi à la création artistique. Bien évidemment, cette vision est marquée par le regard de l'auteur et est soumise à toutes les analyses possibles et tous les accords ou désaccords possibles également. Un dicton machiste désuet stipule que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Nina Kandinsky a passé les 30 années suivant la mort de son mari à diffuser, partager et promouvoir son travail, rendant Kandinsky aussi légendaire qu'il l'est aujourd'hui. Il n'est impossible de douter du fait que sans cet apport de la part de sa femme, Kandinsky n'aurait jamais eu la portée qu'il a aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. Je sais pas trop où ça nous mène et je sais pas trop ce que je fais, mais j'aime bien. Grosso modo, on va parler comme ça des sujets un peu Sciences Po et art, essayer de mélanger les deux à chaque fois. Le prochain parlera d'utopie, que ça soit en fiction ou en politique. Il est déjà en cours d'écriture. Et puis voilà, merci d'avoir regardé. Je voudrais simplement remercier Baptiste qui m'a beaucoup aidé et Madeleine qui m'a fait le super logo que vous avez vu au début et que vous reverrez à la fin et que vous reverrez aussi sur la petite logo s'abonner parce que ce serait hyper sympa. Et puis voilà, du coup à une prochaine pour la seconde vidéo. Nickel. Nickel.